Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Moi, je suis ravi de vous avoir. Moi-même, Kevin Razi, toujours un plaisir, un honneur, un privilège de papoter avec vous et d'avoir la chance de pouvoir échanger, de pouvoir faire grossir ce podcast jour après jour. Merci mille fois pour les messages que vous laissez, pour les boosts que vous donnez sur l'application YouTube pour envoyer de la force à chacune de nos vidéos. Et CKR continue de monter tranquillement, hein. Il fait son bonhomme de chemin. On a des stats de fou malade qui montent de plus en plus. On va même pouvoir maintenant prétendre à avoir des sponsors qui soient en accord avec notre ligne éditoriale, évidemment. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Donc, je voulais vous remercier. Je pense que là, il y en a qui doivent voir quelque chose qui leur saute aux yeux derrière moi. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien la station thermale CKR qui est accrochée. Oui. On a fait ça hier grâce à la perceuse de Walid BHZ que je vous invite à suivre sur Instagram, qui est un humoriste qui va tout péter. Merci mon frangin, merci de donner de la force et merci pour la perceuse. Tu me diras quand est-ce que tu veux la récupérer, hein. C'est Gaël qui a percé ça comme il se doit. Je lui ai dit, tu veux le faire ou pas? Tu sais, j'étais pas serein. Elle m'a dit, vas-y. Et ce petit bras, brac, elle nous a fait ça bien. J'avoue que à la maison, tout ce qui est bricolage, elle me met une vitesse. Elle est trop forte. Ah ouais. Bricolage, elle est forte aussi. Alors elle fait à la base, elle fait de la peinture aussi. Aquarelle, etc. Elle fait tout un... Pas aquarelle, qu'est-ce que je veux dire? Peinture à l'eau? Je sais plus. Mais elle fait de la peinture, elle a des beaux tableaux. Avant, elle était wedding planeuse. Du coup, elle créait plein de trucs, tu vois, pour les mariages. Elle faisait beaucoup de choses manuelles. Et moi, j'avoue, ça, j'aime bien, donc ça m'arrange aussi. J'apprends. Mais elle a assuré. Vous voyez qu'on peut se passer de vous. Ah, mais de ouf. Le seul truc sur lequel j'ai du mal, hein, mais j'ai dû prendre sur moi, c'est les araignées. Voilà. Bon, là, on n'en a pas trop ici. Même quasiment pas. Je crois qu'on a dû en voir une depuis qu'on est arrivé ici. Mais alors, à Châtenay, quand on habitait à Châtenay-Malabry, là, on avait des arbres de partout, etc. Des masters araignées qui étaient là. Ouais. Là, je devais faire le mec détaché. Non, mais t'inquiète, c'est rien. Alors qu'en fait, j'étais en stress de ouf. Là, j'avoue. Elle te met une vitesse sur beaucoup plus de trucs à mon avis, sauf peut-être à FIFA et GTA. Voilà. Et encore, elle joue beaucoup aux jeux vidéo, Gaëlle. Là, elle c'est plus Uncharted ou Red Dead Redemption. Ça va, vous avez pas croisé les loups de la vallée? Non, mais j'ai déjà vu un renard, moi, en bas de chez moi. Je sais pas si t'avais déjà vu, toi, au parc de la vallée aux loups, un petit renard. En tout cas, moi, je suis persuadé. Si, je l'ai filmé en plus. Red Dead, on en a parlé, commence-le vite. Ouais, non, mais je vais le commencer. En fait, là, j'avais la deuxième partie de Final Fantasy VII que je voulais me faire, parce que j'étais dans le truc. Oui, les renards, il y en avait pas mal. Ah, merci, parce que vraiment, il y en a qui me croyaient pas quand je disais qu'il y avait des renards, j'ai dû le filmer, parce que tu les vois jamais sinon, hein. Mais c'était un matin tôt, tu sais, j'allais à la radio et je vois ça. Moi, les araignées, tu rigoles, je souffle. Je tape jusqu'à ce qu'elles se barrent, je touche pas. Ah, t'es forte. Eh bien, écoutez, 2-3 migales chez moi, je suis pas arachnophobe, mais tout de même. Migales, c'est chaud quand même. Demain, 14h30 le live, hein, pour mardi 16 juin, je vous le dis, 14h30. Je préfère vous prévenir parce que à 11h, j'ai une projection pour Bullshit. N'hésitez pas à aller checker mon deuxième film qui s'appelle Famille, que j'ai co-réalisé avec une de mes amies d'enfance maintenant, parce que ça fait waouh, depuis un paquet d'années qu'on se connaît, qui s'appelle Ibtissem Selmani. C'est un film d'auteur plutôt, une parenthèse inattendue entre un plan séquence de 19 minutes avec 5 amis d'enfance qui se réunissent pour enterrer une de leurs potes d'enfance qui a laissé une lettre avant de se donner la mort. Et ils n'arrivent pas à décider qui doit lire la lettre. Voilà un peu le take. Je vous l'ai mis. Et donc demain 14h30 en live, voilà, donc je compte sur vous pour être présent si vous le pouvez évidemment.
Et on va commencer cet épisode sur Bruno Retailleau. Bruno Retailleau va être président de la République française, candidat à les Républicains. Il se présente comme l'homme du sérieux, de la rigueur, de la morale républicaine. On ne sait pas ce que ça veut dire la morale républicaine, hein, parce qu'évidemment, ils mettent tout dedans. Hein. Et oui, ne mets pas de voile parce que la morale républicaine te dit que... C'est quoi le rapport ? Bref, il y passe aussi un peu aux yeux des médias pour celui qui dit ce que personne n'ose dire. Qui ne transige pas, qui a des principes. Donc on va faire un focus sur Bruno Retailleau. Parce qu'il est un peu en mode passe-partout dans les médias, en mode monsieur propre, carré, etc. Nous, on va ressortir les archives et les clips récents pour voir qui il est. Et on va commencer, au cas où il y en a parmi vous qui ont des gens dans leur entourage qui pensent que Retailleau est... souvent, je pense, qui vont peut-être avoir leur daron, qui vont dire « Oh non, mais Retailleau, je trouve que machin... » Parce qu'il parle bien, hein, puis il n'a pas peur de dire les choses et tout. C'est pas un programme. Et c'est pas un cap politique de ne pas avoir peur de dire les choses. Les gens qui font de bons politiciens, c'est ceux qui proposent des choses concrètes pour l'intérêt commun. Pas qui proposent d'abattre le voile, pas qui proposent de faire une loi contre l'entrisme islamisme, alors même que son ministère, à l'époque où il était ministère de l'Intérieur, alors même que le rapport qu'il avait demandé nous prouve qu'il n'y avait pas de problème d'entrisme et que c'était à la marge, que c'était résiduel. Bref. On va faire donc un focus sur ce Bruno Retailleau. On commence directement avec ses priorités pour la France si jamais il devient président. Et évidemment, de quoi il va parler, parce que oui, monsieur Retailleau a aussi une obsession. C'est un pays, c'est l'Algérie. Et il faut faire des salam alek à monsieur Tebboune. Non mais où? Les salam alek à monsieur Tebboune. Tu vois tout de suite là, la rhétorique raslarde. Hein. Monsieur Tebboune, hein, évidemment, c'est le président de la République en Algérie. Où on est? Est-ce qu'on est encore un peuple fier? Est-ce qu'on est une nation, une vieille nation? Un peuple qui entend ne pas se coucher, qui entend résister. Avec sa doudoune de mec de la défense, là, tu vois, qui travaille à la... Merci Boulpif, pour pif, qui travaille à la Sogépac. Travaille à la Sogépax, à la Pax. Là, qui a un badge qu'il a mis à la ceinture. Ça se voit qu'il a un badge à la ceinture. Tu vois, vraiment le mec, là, quand il prend 3 heures pour faire ses pauses déj là, parce que non, c'était un déj d'affaires. Moi, je donnerai plus à ceux qui méritent et je donnerai moins à ceux qui profitent. Tu donneras plus à ceux qui méritent et moins à ceux qui profitent. Donc, tu donneras moins aux politiques alors. Et à tous tes potes et à tous les ultra riches. Ah bah c'est cool. Ah bah ça me rassure. Ça me rassure. La prospérité. On va arrêter le déclin de la France. Ensuite, le régalien, l'autorité, c'est pour les plus faibles l'autorité. La loi de la jungle, c'est les plus forts contre les plus faibles. Je rétablirai l'autorité en modifiant. Et il faut faire des... Donc voilà, tu vois un peu je rétablirai l'autorité. J'ai toujours des effets d'annonce, toujours vouloir dire que c'est lui la rigueur, c'est lui la fermeté. Et je sais que ce discours-là, en France, il se répand super bien. Et que ça touche beaucoup les anciens qui, je sais pas, ont ce besoin d'être dressés. Tu vois, il y a des gens qui aiment trop les dresseurs. Et vraiment, c'est un truc un peu... BDSM dans une partie de la population, on aime bien, oh là, quand il est vif comme ça, là, il dit les termes, il envoie comme ça, il envoie la sauce, aïe aïe aïe, ah, il a dit qu'on ne pourra plus avoir si, il va falloir resserrer la vis, tu sais, tous ces termes comme ça, il y en a qui sont là, genre, ouais, j'aime bien, lui, là, c'est bien, c'est ferme, mais c'est quoi son programme? Mais il va resserrer la vis, il va nous fouetter et tout, t'as envie de dire, bah, chacal, tu sais que la vie est courte et que si de vivre ta vie, c'est de te faire resserrer la vis, fouetter sans savoir ce que t'as fait et sans savoir quelle est ta marge de manœuvre et pourquoi d'un coup tu dois payer des pots cassés, payer pour des pots que tu n'as pas cassés, chelou en fait. Tu devrais peut-être pas te réjouir et peut-être te dire que t'as un petit mec autoritaire, fasciste qui est en train de vouloir te la mettre. C'est assez ouf. Hein. C'est assez ouf. Bref. On continue. On enchaîne avec sa loi sur l'entrisme islamiste. Ça a été voté au Sénat, parce que le Sénat est devenu majoritairement de droite. Le Sénat, depuis qu'il n'y a plus Gaston Monnerville, c'est devenu n'importe quoi. À la base, c'était censé être une soupape, des gens qui prennent du recul, loin du brouhaha de l'hémicycle à l'Assemblée nationale, et qui, dans leur propre chambre, pourraient te dire... Écoutez, là, vous êtes excités pour rien, ça, c'est de la merde, ça, on le garde, et voilà nos préconisations. Sauf que maintenant, c'est devenu des droitards.
qui veulent sauver leur huc, parce qu'ils sont mieux payés en plus que les députés, ont des avantages de fous malades. Et évidemment, quand tu as une assemblée majoritairement de droitards privilégiés, c'est pas eux qui vont prendre les bonnes décisions. Ils vont plutôt, à l'inverse, essayer de trouver des ennemis. C'est tellement plus simple de faire de la politique quand tu trouves un ennemi qu'en plus qui est insaisissable. Citez-moi le nom d'un frère musulman qui est influent en France. Je fais un bruit d'oiseau et tout parce que j'en ai pas. Il y en a pas. Merci beaucoup. On va regarder cette vidéo et on enchaîne avec la réaction d'Akli Meloui, qui est un sénateur et qui résume parfaitement le vrai but de ce texte. Matez ça, c'est du petit lait, c'est 3 minutes. 3 minutes 20. Je charge la vidéo, excusez-moi. Et on va regarder ça ensemble. C'est parti. Bruno Retailleau voulait une nouvelle loi contre l'entrisme islamiste, un projet présenté comme une défense de la République, mais dans l'hémicycle, plusieurs ont soulevé une question. Pourquoi ne viser qu'une seule religion ? Déjà, vous dites que ça vise pas une religion, mais il parle de l'islamisme. Donc l'islamisme, ça vise bien une religion. Bah oui. Donc déjà, pointer le paradoxe. Après, l'islamisme, c'est comme s'il y avait, effectivement, tous les musulmans étaient dangereux. Parce que c'est ça que ça renvoie à ça. Ça renvoie pas le problème qu'il y aurait une loi, si vous voulez, sur le truc, sur l'entrisme, en général. Que ça concerne les musulmans, les juifs, les catholiques, les appareils politiques. Quand vous parlez d'islamisme, ça veut dire que pour les musulmans, quand ils s'intègrent, ils font de l'entrisme. Quand ils sont organisés entre eux, ils font du communautarisme. Ce genre de loi est en train de construire un récit qui va dire, in fine, les musulmans ne sont pas compatibles avec la République, parce que il s'agit de ça en réalité. Et donc ça, on peut pas l'accepter, parce que c'est faux. Mais Meloui pose ensuite la question de fond. Peut-on légiférer sur une obsession ? Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent faire des lois par rapport à des fantasmes et des obsessions. Vous pouvez avoir des obsessions, c'est pas le problème. Mais votre obsession ne peut pas être une loi. Merci, putain. God bless. Béni soit cet homme. Monsieur le sénateur Meloui, parce que vraiment, une obsession n'est pas censée devenir une loi. Ta loi, elle se base sur quoi, chacal ? Tes chiffres vont à l'inverse de ce que tu voulais démontrer. Donc arrête avec ça. Arrête avec cet entrisme. En revanche, on connaît un entrisme. Il est clair, net et précis. C'est celui des sionistes. Avec Elnet, avec le CRIF, avec l'ingérence étrangère et les propos rapportés de la part de Caroline Yadan, de Meyer Habib, d'Aurore Berger et de toutes celles et ceux qui ont eu des voyages payés pour aller en Israël par des députés qui ont été payés, qui ont eu des voyages payés pour aller en Israël. Et c'est d'ailleurs le top c'est le numéro 1 dans les voyages et les déplacements de députés, c'est Israël. À se poser la question, tiens, c'est chelou quand même qu'il y ait autant de députés qui aillent là-bas versus par exemple le Qatar. Tiens, je prends le strict opposé. L'entrisme catho avec Ster, évidemment, il y a aussi, on pourrait en parler, mais là, les ramifications avec la politique, tu vois, elles sont un peu plus masquées, sauf avec Retailleau, tu me diras. Retailleau, qui lui ne cache pas sa confession, et essaye de nous remettre, et comme Zemmour d'ailleurs, sur le terrain des valeurs les valeurs judéo-chrétiennes, etc. Il y a un entrisme qui est indéniable, ou c'est vrai, celui avec Vincent Bolloré, etc., qui est comment la façon dont ils les influent, parce qu'ils ont des raccords idéologiques avec certaines personnalités politiques, et donc ils préfèrent les mettre en avant. C'est scandaleux. L'entrisme intégriste catho ou l'entrisme sioniste, il est avéré, il est devant vos yeux, il influe tous les jours que Dieu fait. Carrément, on a même des cas d'ingérence, au même titre qu'on décrit l'ingérence russe, on a des cas d'ingérence de la part d'une société qui s'appelle Blackcorp, qui serait liée à Netanyahou. Là, je prends du conditionnel parce que les journalistes prennent du conditionnel, mais qui vient bien d'Israël et qui, pour le coup, ne s'en prend qu'aux politiques de gauche LFistes pour, à chaque fois qu'il y a eu des élections, ils ont essayé de faire pulluler sur la toile, pour parler comme un ancien, tout un tas de fausses informations, de Logu à agresser une femme,
une femme voilée qui dit je vote LFI, enfin pas une femme voilée, une femme qui était en voile, pas en burqa mais en jilbab, donc en voile où vraiment tu laisses que la partie du visage visible, on voit quasiment même pas le menton et c'est très ample et tout, c'est très très large. Et en fait, tout ça, c'était faux. C'était que de l'ingérence. Ils ont fait sur Picmal aussi, qui lui, pour le coup, tout comme Delegui a perdu les élections. Est-ce que c'est lié ou pas? En tout cas, ça, on peut se dire que ça aurait pu en faire partie. Et ça n'a pas l'air d'inquiéter. Ça n'a pas l'air d'inquiéter d'avoir des gens qui, quand je pense à Caroline Yadan, préfèrent répéter les arguments d'un État étranger, les arguments de légitimation de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, d'un État étranger, sans être inquiété de faire du parjure, de mentir, notamment sur Francesca Albanese, en tronquant ses propos et en allant ensuite envoyer Jean-Noël Barrot pour qu'il puisse condamner Francesca Albanese sur la base de ce que Caroline Yadan avait dit, sauf qu'elle avait tronqué les propos de Francesca. Et donc, pour toutes ces raisons, c'est insoutenable. Les faux tracts et j'en passe, c'est insoutenable de voir cette kayfabe. Là, on y est. Parce que c'est vrai qu'on a tendance parfois à utiliser le mot kayfabe pour parler de narratif. Un narratif, c'est un narratif. Une kayfabe, c'est aussi un narratif, mais un narratif qui est induit. C'est-à-dire que tu sens qu'il y a eu un commun accord entre plusieurs entités pour décider que quelque chose était vrai, alors qu'il ne l'est pas. C'est plus ça, tu vois. Mais c'est un dérivé du narratif, mais c'est vraiment de l'implicite. Le terme vient du catch, je le rappelle pour les cracks qui débarquent et qui entendent ce mot peut-être un peu à chaque fois. Kayfabe, ça vient du catch, c'est le contrat implicite qui lie les spectateurs de catch avec les catcheurs, où ils ne se sont jamais dit explicitement la chose, mais ils se sont mis d'accord pour faire semblant que c'était réel. La kayfabe que je veux développer, moi, dans le cadre des médias, c'est cette kayfabe médiatico-politique, et on est en plein dedans, où on décide de dire que la menace, là, en ce moment, c'est l'entrisme islamiste et les frères musulmans. Force est de constater qu'on attend toujours les chiffres, et quand ils sont arrivés grâce, justement, et c'était à l'époque où il était ministre de l'Intérieur, Retailleau, grâce à son rapport sur l'entrisme, c'était putain de résiduel. On était sur des 0,0. Et ils sont là en train de nous casser les pieds à nous parler de cet entrisme, pendant qu'il y a de l'ingérence étrangère de la part d'Israël à travers des députés, à travers des ministres, à travers des lobbies, et ça ne dérange personne. Pendant qu'il y a de l'entrisme ultra-catholique à travers des hommes d'affaires, à travers des médias, des ramifications qui mettent en avant ensuite des candidats politiques, et ça n'inquiète personne. Et c'est là que le bas blesse. Mais qui va faire quoi? À part là, en parler dans ces cas et espérer que il se passe quelque chose, notre marge de manœuvre, elle est quand même assez compliquée. Bref. Allez, on continue la vidéo. Le projet suscite aussi des interrogations au-delà de l'hémicycle. Bruno Retailleau entretient depuis plusieurs années des liens avec Elnet, réseau pro-israélien actif auprès des élites politiques françaises, une proximité qui n'a pas manqué d'alimenter le débat sur les influences extérieures qui pèsent sur la fabrique de la loi et sur Bruno Retailleau. Ils amalgament, parce que même eux, ils sont pas au clair là-dessus. Ils sont même pas au clair sur la laïcité. Ils instrumentalisent la laïcité qui est le ciment du vivre ensemble. C'est-à-dire que la laïcité permet à tout le monde de croire ou de ne pas croire, mais de respecter l'autre. C'est ça la vraie difficulté. Parce que lui, quand il fait ça, c'est lui qui utilise la religion à des fins politiques. C'est lui qui fait de l'islam une question politique. Pour Melouli, ce débat a révélé quelque chose de plus profond, un détournement cynique du principe de la laïcité à des fins politiques. Bien sûr. Il s'agit de respecter les croyants, qu'ils soient musulmans, juifs ou catholiques, bouddhistes, ou d'ailleurs, ou qu'ils soient athées ou agnostiques. Moi, je respecte tout le monde dans ses convictions. Et donc, cette loi, elle vient encore une fois remettre une couche sur les musulmans. Et c'est vrai que mon cri du cœur, j'avais envie de leur dire, mais foutez-leur la paix, quoi. Ils ne parlent que de l'islam. On n'a parlé que de ça. J'étais dans l'hémicycle. On ne parlait que de ça. À chaque fois en disant, mais c'est pas contre eux. Mais c'est eux le problème. Enfin, écoutez, moi je veux bien qu'on fasse des grands écarts, mais ça fait mal aux adducteurs. Ces gens-là font le lit de l'intégrisme, quel qu'il soit, parce que quand vous stigmatisez les gens, vous les rejetez. Quand vous les rejetez, vous savez comment ça se passe. Les gens doivent s'organiser. Et donc, des fois, ils s'organisent en opposition. Donc, c'est eux qui créent de la tension là où il n'y en a pas.
La loi Retailleau 2 a été adoptée au Sénat et le débat qu'elle a ouvert reste entier. Jusqu'où peut-on aller au nom de la lutte contre l'entrisme sans tomber dans la stigmatisation? Pour Akli Melouli, la réponse est dans la Constitution et dans une laïcité qui protège sans désigner du doigt. Bravo, trompette basée. Vidéo signée par le journaliste Samir Hama, voilà, et montée par Bilal Nedman. Bravo au journaliste de TRT France. Franchement, basé comme au baseball, hein. Il nous faisait plaisir ou pas? Vraiment, ça vient d'où TRT France déjà, comme média? C'est turc, c'est... Non, où je confonds, turc c'était un autre, c'était Nouvelle Aube je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Putain, je viens d'avoir un flashback d'un moment post-7 octobre, quelques mois après, l'année d'après peut-être. Ah, c'est turc, quoi, c'est ça. Télévision publique nationale turque, fondée en 1964. TRT World et TRT Français sont des branches internationales lancées par la Turquie pour diffuser une information en langue étrangère à destination du public mondial. Un peu comme le fait la France avec France 24, la Russie avec RT ou le Qatar avec Al Jazeera. Très bien, ok, d'accord. Donc j'imagine qu'ils sont décriés en France, hein, parce qu'évidemment, nous, on a France 24, on se rend pas compte que on fait exactement la même chose. Hein, c'est une espèce de chaîne, ou alors même RFI à l'international, chaîne de propagande, quoi, une chaîne diplomatique. Mais par contre, ça nous gêne toujours quand c'est les autres. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'avais raison, en fait, c'était bien turc. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, j'ai eu un flashback. Là, quand je vous parlais de TRT, Nouvelle Aube, turc, machin. Je sais plus si vous vous souvenez de Élise Goldfarb, qu'on voyait beaucoup, un peu post-7 octobre et tout, qui est sur beaucoup de plateaux, etc. Et c'est pour vous montrer à quel point il y avait un pressing offensif sur les personnes qui pensaient pas comme les sionards. C'est que j'avais partagé une vidéo ou un article de Nouvelle Aube sur mon Instagram en story. Sur un truc par rapport à l'armée israélienne, je crois, enfin je sais plus. Et je reçois un DM de Élise Goldfarb. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle... Qui me dit, MDR, la source Nouvelle Aube, autant partager, je sais plus, Hezbollah News, un truc comme ça. Je sais pas, elle m'a sorti une connerie comme ça. Moi, j'avais pris à la rigolade, bah oui, bien sûr, mais j'avais pas trouvé l'article, c'est pour ça que je l'ai pas pris et tout. Et elle avait mis un smiley qui rigole, et on en était resté là-dessus. Moi, j'aime bien prendre au 8e degré pour pas rentrer dans une confrontation, mais là, je repense à ça, parce que je me rends compte que la go, quand même, on ne se suit pas. Parce que, enfin, du moins, moi, en tout cas, je ne le suivais pas. Et je pense pas qu'elle me suivait, ou peut-être, hein, mais je le savais pas. Et qu'elle se permette de commenter un partage de story, ça en dit long, parce que c'est exactement ce que moi je reproche à mon petit niveau au pressing offensif de gens dans mon milieu qu'ils ont fait sur toute personne qui partageait des choses avec lesquelles ils n'étaient pas d'accord. Parce que moi, j'étais pas d'accord avec les choses qu'ils partageaient, que ce soit Arthur et compagnie, parce que c'était partial, parce que c'était malhonnête. Et moi, j'étais pas d'accord avec ça. Mais à aucun moment, je suis allé envoyer des DM aux gens. Arrête de partager ça, c'est n'importe quoi, c'est de la merde, etc. Par contre, si à un moment, toi, tu viens me parler, moi, je te dirais, par contre, toi, tu partages de la merde. Et c'est là, en fait, que je me suis dit, putain, quand tu vois les propos d'Arthur dans les médias où il fait le miskin, ouais, moi, je respecte que les gens soutiennent la cause palestinienne. Moi, je soutiens le peuple palestinien, j'ai pas de problème avec ça. Je trouve ça juste dingue qu'il n'y ait pas d'empathie et que moi... Arrête! Tu vas faire la chasse aux gens qui ne pensent pas comme toi. C'est ce que tu as fait depuis le 7 octobre. Et ça, il faut le dire et le redire. C'est cette chasse qu'on condamne, nous. Parce que moi, à titre personnel, évidemment, je respecte que tu aies partagé des trucs ignobles. Je décide de m'en éloigner, de ne pas me mélanger à toi. Mais par amitié et sympathie pour tout ce qu'on a pu faire comme projet à l'époque, je me dis, bah, je vais pas l'afficher. Si aujourd'hui je me retrouve à faire ça, c'est parce que en fait, tu t'en es pris à moi en m'insultant sur WhatsApp. Et en fait, c'est là que moi... C'est-à-dire que jusqu'à présent, avant qu'il commence à m'envoyer de l'intimidation sur WhatsApp, j'avais décidé de ne pas réagir à ce que lui postait.
parce que, vas-y, c'est le coup de l'émotion et machin et tout, je sais pas, c'est ton truc et tout, parce que je ne fais pas la chasse aux gens qui pensent qu'ils pensent. Moi, je vais par contre sur mes réseaux partager ce que j'ai envie, et si là, toi, tu viens me chasser, là, on rentre en conflit. Et c'est exactement ce qu'il a fait, et aujourd'hui, dans les médias, vous verrez qu'à chaque fois qu'il va prendre la parole, bon là, je crois que ça y est, la promo du livre est passée, mais il va toujours se mettre dans la position de la victime qu'il n'est pas, étant donné qu'il n'a jamais été dans cette position dans la vraie vie, et dans ce qu'il nous a fait subir sur les réseaux, et par rapport à tous les artistes qui ont pu bosser avec lui, etc. Il n'a jamais fait ça. Il a toujours été à l'inverse, c'est-à-dire que c'est lui qui allait bully les gens qui n'étaient pas d'accord avec lui, comme Manon Azem, comme Yannick Noah, comme tout un tas d'autres artistes en DM, mais en tout cas je vous ai cité ceux qui étaient publics, mais il y en a plein d'autres. Il allait les bully. Je vous rappelle que c'est lui qui a mis la lumière sur Rima Hassan au public. Parce que Rima Hassan, bon, certains comme moi pouvaient peut-être la connaître quand on commençait à suivre la sphère politique engagée, machin, mais qui c'est qui a demandé un boycott à Forbes qui devait remettre un prix à Rima Hassan et qui a réussi à boycotter, à faire en sorte que la cérémonie ne se tienne pas? Mais c'est Arthur. Lui qui reproche les boycotts d'Amir ou de chanteurs israéliens, etc. Il a été le premier à boycotter Rima Hassan. Ce qui a créé d'un coup un buzz autour de cette personne. Pourquoi Arthur a fait interdire la remise d'un prix à Forbes à Rima Hassan? C'est là qu'elle est devenue connue aux yeux, elle a commencé à être connue aux yeux du grand public parce qu'elle faisait pas encore elle n'était pas encore députée européenne, etc. Et il y avait pas, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est que le gars a vraiment usé. En gros, ce que je veux vous dire par là, c'est que tout ce qu'il dit à la télévision et ce qu'il déplore, on me boycotte, je n'ai plus d'amis, je suis menacé, on m'empêche, j'ai de la compassion pour le peuple palestinien, machin. Vous prenez ces propos, vous les inversez et vous obtiendrez le début d'une vérité. Parce que moi, tout ce que je vous dis, c'est vrai et je n'ai rien à gagner à ça en plus. Parce que dans ces messages qu'il m'envoie, il croit que je vis grassement de ça ou que j'essaie de gratter des clopinettes parce que je suis terré dans ma chambre et que je ne fais plus rien. Il sait pas que j'ai été nommé au Molière, il sait pas que j'étais à Cannes, que j'ai une carrière de réal qui commence à s'offrir à moi et que je vais faire plein d'autres projets encore à côté. Il sait pas que je suis encore en activité et tant mieux. Mais vraiment, si j'avais choisi de défendre une cause pour gagner de l'argent, je n'aurais pas défendu celle que je défends dans CKR. Vous en doutez bien. Et si on me verra pas autant que d'autres, pas autant qu'avant, même si je devais comparer à moi, sur tout un tas de projets, bah ça peut aussi jouer avec ces prises de position. Donc j'ai plus à perdre de faire ce que je fais que l'inverse. En revanche, je dors très bien le soir. Sauf si je fais de l'apnée du sommeil, il faut que je fasse le petit test avec le truc sur le doigt, maintenant que je sais qu'on n'a plus besoin de mettre un appareil sur le nez. Mais, globalement, je suis content de la personne que je vois dans mon miroir, surtout quand je sors de chez le barbier. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut vraiment pas prendre pour argent comptant ce qu'il dit, mais bon, ça, je prêche des convertis dans CKR, mais et je fais le lien avec Elise Goldfarb, etc. Le pressing que les gens reçoivent quand ils défendent leur propre position. Tu connais pas une go que tu connais pas qui vient, qui te dit « Ouais, bah dis donc, t'as partagé machin. » Mais t'es qui, en fait? On se connaît pas, cousine. Moi, je me permets pas de faire ça. Ne me fais pas ça. Fais ton Twitch, où tu peux critiquer tous les gens qui soutiennent, mais ne viens pas me faire chier. Et la réponse d'Hakim fait du bien à la conscience. Big up à Hakim, big up à la riposte, big up à CKR. Et à ce sénateur Akli Meloui. Weiss qui nous dit malade mental et raciste sans remède, je te jure. Marlis qui dit en vrai, il voulait proposer une loi qui dit tous les bougnoules et les islamistes doivent être chrétiens, mais évidemment c'est pas passé. Alors il a transformé par tous les musulmans doivent être laïcs, mais ça passait pas non plus. Alors depuis il parle d'entrisme islamiste et ça passe au calme auprès des fachos totalement. Je vous rappelle que Bruno Retailleau, parce qu'on revient au sujet de ce, je le rappelle au sujet de ce scan, il est visé par une plainte en justice. Et oui, et c'est important de le dire, il est visé par une plainte en justice. Et l'avocate Khadija Aoudia
l'attaque en justice pour ses propos sur Abat le voile, si je dis pas de bêtises. On va voir la vidéo de toute façon. Et aussi pour son best-of de discrimination et d'incitation à la haine, parce qu'il n'a pas arrêté de faire ça. On regarde tout de suite ce petit best-of, parce qu'il y a eu un complément d'enquête sur lui, tiré de complément d'enquête. Écoutez bien, parce que la vidéo au moment où je la mets sur YouTube sera forcément floutée, étant donné qu'on n'a pas les droits. Et donc, abat le voile, bien sûr. Je pense que le voile est utilisé pour dire on n'est pas comme vous, et surtout comme un signe de l'apartheid. Et à Mayotte et en Guyane, il faut de toute urgence réduire. Or, ce sont des musulmans, ils sont noirs, voilà. Je pense qu'une société multiculturelle, on le voit aux États-Unis, comporte des risques de devenir aussi une société multiraciste. Cette ancienne bâtonnière du barreau de Nîmes estime que par ses propos, le ministre de l'Intérieur s'attaque sciemment à une certaine catégorie de citoyens. Qu'on l'appelle arabe, qu'on l'appelle immigré, qu'on l'appelle musulman, la réalité c'est que c'est la même qui est ciblée. Khadija Aoudia a porté plainte contre Bruno Retailleau pour discrimination et incitation à la haine auprès de la Cour de justice de la République. Elle a compilé 15 phrases qu'il a prononcées dans l'exercice de ses fonctions et qu'elle juge délictueuses. Vive le sport. Et donc, abat le voile, bien sûr. Sa plainte a été rejetée par la Cour de justice de la République, mais l'avocate a saisi dans la foulée la Cour européenne des droits de l'homme. La procédure est en cours. Alors déjà bravo à Maître Aoudia, qui a le courage de pousser cette plainte. Non mais rejetée. La plainte a été rejetée chez nous. On est obligé d'aller devant la CEDH pour pouvoir faire en sorte que ce soit potentiellement entendu. Mais on est où là? Et osez me dire qu'on n'est pas derrière dans un système raciste. Un système qui a décrété que c'était ok d'inciter à la haine d'une minorité dans le pays. Osez me dire le contraire quand on a la justice qui suit la politique, qui suit la police, qui suit tout en fait. Non mais c'est scandaleux. Et les médias en plus. Qui relaient de façon éhontée la plupart des propos de Bruno Retailleau sans trop lui opposer de contradiction. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Je suis choqué. Les fameux juges rouges, merci d'en parler, Noirmat. Les fameux juges rouges, qui sont tous de gauche. C'est pour ça qu'ils ont fait tomber Marine Le Pen, qui au final a reconnu qu'elle avait fait de la merde, mais qu'elle savait pas. Donc ça va, c'est pas un délit. Ah bah le racisme et le système qui le laisse proliférer, nous dit GDB. On a... mais le racisme n'est toujours pas un délit. Comment on peut laisser dire de ce genre de propos immondes, nous demande Guillaume. Et à juste titre, Marlys qui dit plainte rejetée par la Cour de justice. Mais non, dans une France raciste comme ça, mince alors, je tombe de ma chaise. Barakam qui dit siphonner du cerveau la vie de ma mère. Ce gars a la gueule de ses idées dégueulasses, nous dit Sal. Exactement. C'est une dinguerie. Voilà. Je suis choqué. C'est dingue. C'est dingue d'en arriver là, vraiment. Et pour finir sur son positionnement politique, on va checker ce clip qui montre ses connexions et sa complaisance avec le collectif d'extrême droite Némésis. C'est toujours dans le complément d'enquête, c'est toujours flouté, donc on va juste écouter, regardez. Némésis, je voudrais féliciter la jeune dame que j'ai vue. Bravo pour votre combat. Et puis vous savez que j'en suis très proche. Bravo pour votre combat, vous savez que j'en suis très proche. Némésis, collectif, je mets des guillemets féministes qui en fait combat juste le fait qu'il y ait des hommes de couleur qui puissent s'en prendre à des femmes, mais elles en ont strictement rien à foutre si ces hommes ne sont pas issus de l'immigration, évidemment. Voilà, Némésis, c'est un groupuscule radical régulièrement accusé de racisme et de xénophobie. Vous aussi, vous vous sentez comme Bruno Retailleau très proche du combat de ce collectif? Mais Némésis, c'est en l'occurrence un collectif qui se bat contre les violences faites aux femmes. Je pense que c'est une cause dont tout le monde devrait se sentir proche. Et Bruno Retailleau, d'ailleurs, a clarifié le... Alors lui, c'est François-Xavier Bellamy, il est dans le même parti que Retailleau, pour celles et ceux qui ne savaient pas. Avec des membres... Les Républicains, et pas le RN. Parce qu'on pourrait croire
que RN, LR, c'est la même chose. Et pour le coup, dans les faits, surtout depuis Retailleau, c'est concrètement la même chose. Il serait peut-être même un tout petit peu plus dur que le RN sur certains sujets. Et encore, non, c'est la même chose. Ça pompe le dard des grands patrons, ça prône la politique marche ou crève, c'est classiste, élitiste, et ça déteste l'islam, et ouais, non, c'est pareil que RN en fait. C'est très controversé, il y a cette photo qui a beaucoup circulé. Alice Cordier, fondatrice du collectif Némésis, on la voit avec un de ses camarades faire le signe SS. Elle se défend de toute référence à l'idéologie nazie, mais il y a quand même... En fait, ce que j'aurais trop kiffé, tu sais, parce qu'elle a dit que c'était un groupe de rap, là. Oui, non, c'est le signe d'un groupe de rap, et elle a mis tout un tas de photos de noirs et d'arabes qui font signe. C'est-à-dire que tout cela sont des SS et tout. En fait, ce que j'aurais kiffé, quand elle a sorti cette excuse-là, ce serait de lui dire ah, c'est le truc d'un groupe de rap, tu sais, tu l'as en face-to-face, tu lui dis vas-y, chante-moi une chanson du groupe. Chante-moi une chanson du groupe de rap, là, dont tu fais le signe. Vas-y. Elle va se transformer en Amélie Oudéa de Castéra en 3 secondes. Jaja, jaja. Tu vois que la meuf, quand elle a fait ça, Oudéa Castéra, comment ça se voyait qu'elle lisait ses fiches là avec ses chicots, on dirait un titan dans l'attaque des titans. Jaja, jaja. J'adore Jaja, j'adore IP, j'adore SMS. En plus, elle a enchaîné. Ça se voit qu'elle est en train vraiment de réciter. J'adore Jaja, j'adore IP, j'adore SMS. Ce que j'aime avec Aya, c'est qu'il y a du rythme, il y a de la vitalité. Personne dit ça quand on parle de la musique de quelqu'un. Il y a du rythme, il y a de la vitalité. T'aimes bien le dernier album de Drake? Ouais, il y a de la vitalité de ouf. Donc là, pareil, tu demandes à... Direct, tu l'attrapes, Cordier, tu lui dis, vas-y, chante-moi des chansons du groupe, là, en question. Laisse tomber, mon frère. Maréchal... Ah non, c'est pas ça. Il y a eu un signalement sur la base de cette photo à la justice pour apologie de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. C'est un peu dérangeant. Il y a de la vitamine B12, B15, il y a du tempo. ça pulse à max, hein, vraiment... Non mais que la justice se prononce, s'il y a un hommage au SS, évidemment, c'est absolument inacceptable. Mais en l'occurrence, ce que je constate surtout, c'est que derrière ces polémiques, il y a une question majeure, et c'est la seule cause qui devrait tous nous réunir, qui est la question de la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est un collectif fréquentable, Némésis ? Mais Bruno Retailleau ne fréquente pas le collectif Némésis, si c'est votre question. Non, ma question c'est, est-ce que c'est un collectif fréquentable ? Mais, comment dire, Est-ce que vous vous rendez compte des questions que vous êtes en train de poser ? On parle d'une personnalité politique de premier plan en France, et vous êtes en train de le ramener à un collectif avec lequel il n'a pas de lien particulier. Non, mais il rend hommage à un collectif féministe dont la fondatrice fait l'objet d'un signalement à la justice pour apologie de crimes contre l'humanité. C'est pas anodin. Il dit qu'il partage la cause de la lutte contre les violences faites aux femmes. Si ça vous choque, moi j'approuve. Parce que la lutte contre les violences faites aux femmes, ça devrait être une cause commune qui dépasse tous les clivages possibles. Y compris quand elle est portée par Némésis, collectif très controversé. Mais encore une fois, il n'a pas de lien avec Némésis. Il dit qu'il partage la cause de la lutte contre les violences faites aux femmes. Non, il n'a pas dit ça. Ça vous choque, moi pas. Oh là 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 là, il le ouais, il est trop gentil là, Tristan, là, vraiment. J'aurais kiffé l'entendre chanter du Cisco. Bah, il a dit qu'il en est proche et qu'il le soutient. Non mais de ouf. Vous êtes journaliste et vous posez des questions, vous êtes en France, les journalistes, ça pose pas de questions, monsieur, je te jure. Je comprends pas là ce qui se passe. J'ai pas l'habitude là. Là, clairement, là, vous m'embêtez. Non mais il est tout mielleux avec lui. Non mais je te jure, vraiment... ridicule. Quelle petite merde agrégée de philosophie, mièvre et penseur émasculé, nous dit Canan. Barak AM, t'as pas regardé la vidéo de Roger? Catherine, pour une fois, bravo à ce journaliste. Et bien sûr, l'autre détourne sa question. Le J de la station thermale. Hey, Némésis est tout sauf un mouvement féministe. Il instrumentalise la cause féministe pour faire passer des idées racistes et xénophobes. On est d'accord. Leïla qui nous dit non mais attendez, vous vous rendez compte que vous faites votre travail de journaliste alors qu'il n'a pas l'habitude. Et Marlise qui dit exactement ce que je disais dans la vidéo précédente. Ils s'approprient tout pour récolter des voix et conserver leurs privilèges. Parler ainsi démontre le détachement de la cause féministe. Némésis n'est pas féministe. Une raciste ne peut pas être féministe. Merci. On enchaîne avec, évidemment, cette autre vidéo, le moment récupération politique crasseuse. Le moment est crasseux. Retailleau a balancé le mot narco-racaille après une fusillade.
Sauf que la mère du gamin décédé a pris la parole et a détruit l'ex-ministre. On écoute ça tout de suite. Narco-racaille. Purée de pommes de terre. Ça invente des termes. Ils ont une imagination là dans la langue française pour pouvoir inventer des termes dès qu'il s'agit de stigmatiser des minorités. Pardon, est-ce qu'on sait précisément si c'est lié là aussi au trafic de drogue ? C'est lié, je vous le dis ce matin, je vous le confirme. Bien sûr, c'est lié au trafic de drogue. Aujourd'hui, les narco-racailles n'ont plus de limite. Ces mots ont blessé cette mère en deuil. Tu me manques. Qu'est-ce que j'aimerais te serrer dans mes bras, parce que la vie sans toi est compliquée. Anis, son fils de 15 ans touché à la tête lors de la fusillade, est décédé. Il était juste sorti pour Halloween avec ses amis. Naïma Zahali ne supporte pas que sa mort soit associée à tort, selon elle, à une histoire de règlement de compte. J'étais une maman très autoritaire, mais très compréhensible et très ouverte. J'étais un petit garçon gentil qui n'avait rien à voir avec les dires de l'ancien ministre de l'Intérieur. Donc du coup, ça n'avait rien à voir avec le narco-racaille, ni le trafic de drogue, ni la mexicanisation de Poitiers, en fait. Ils ont sali mon fils avec ses propos, bien sûr, oui. Bien sûr, parce que c'était complètement le contraire de ce que Anis était, en fait. Anis était un bon gars. C'était pas un voyou, ni un délinquant. C'est une horreur de revenir ici. Aujourd'hui, cette place, elle est pour nous... maudite. Maudite, ouais. C'est du deuil, c'est... La colère. Ouais. D'après nos informations, l'enquête a établi qu'Anis n'était pas impliqué dans un quelconque trafic. Le tireur présumé serait lui un dealer, mais à ce stade, personne n'explique son geste. Pour la famille, la mort de l'adolescent a été instrumentalisée à des fins politiques. C'est quoi le but de ces paroles selon vous ? Pourquoi dire ça ? Pour de la récupération de voix, tout simplement, je pense. S'appelant Anis aussi. Et qui s'appelait Anis. Ce serait Julien, Guillaume, personne dirait une narco-racaille. Jamais. Je suis française, mon fils était français. Donc la discrimination, au bout d'un moment, on en a marre en fait. On peut pas l'entendre en fait, c'est pas possible. Naïma Zahali envisage une action en justice contre Bruno Retailleau pour réhabiliter la mémoire de son fils, nous dit-elle. Sollicité, ni le parquet de Poitiers ni la préfecture n'ont répondu à nos demandes. Pas plus que Bruno Retailleau. Force à cette mère de famille et à tous les proches du petit Anis. C'est scandaleux. Et ce manque de respect de la part de Bruno Retailleau parle de narco-racaille d'un petit mec de 16 piges qui se mange une balle perdue. C'est horrible. Elle a bien raison de porter plainte. J'espère que ça ira au bout, mais on est dans un pays où c'est très compliqué de pointer du doigt, semble-t-il, des responsables politiques racistes qui mentent de façon éhontée et qui se permettent de nous monter les uns contre les autres, et surtout de monter la société contre les musulmans. On va pas se mentir, c'est le take de Retailleau Prime depuis qu'il a fait son passage dans le gouvernement, et il est dangereux. Il est très très dangereux. Il est très très dangereux. C'est un malade mental. Il avait parlé d'une rixe entre 400 et 500 personnes alors que c'était faux. Non mais il y a un moment où il y a des pays où les politiques n'ont pas le droit de mentir. Là, ils avaient fait voter une loi il y a pas longtemps. Je crois que c'était au Pays de Galles, si je dis pas de bêtises. Vous me direz dans le chat. À quelle heure on a accepté, nous, en France,
que les politiques qui sont payés par nos deniers pour être chargés de driver notre pays, de le mener correctement, de le faire avancer. À quelle heure on a accepté que de mentir, c'était tolérable sans qu'il y ait de conséquences pour eux, pour leurs deniers, pour leur poste. Moi, c'est ça qui m'emmerde. C'est ce privilège constant de cette classe politique de pouvoir faire tout et n'importe quoi et de ne pas être jugé à la même hauteur que n'importe quel citoyen ou citoyenne. C'est insupportable. C'est insupportable, vraiment. Il est pire que Marine Le Pen. Dans un sens, oui. Dans un sens, oui. Parce qu'en plus, il est considéré comme de droite. Comme si c'était pas une menace. Derrière les crimes, nous dit Marlys, ces personnages politiques n'y voient qu'une belle opportunité pour s'approcher des mérites afin de récolter des voix. Un crime égale une manipulation à des fins professionnelles, sauf qu'en réalité, derrière ces drames, il y a des histoires, des familles, des mères, des pères, des frères et des sœurs, il y a des noms, des âmes. Ces types sont dépourvus de cœur. Ils n'ont que la politique en tête et leurs privilèges à préserver. Scandaleux. Totalement d'accord. Barakam qui dit force à la mama. Et Retailleau, pas de dignité ni d'honneur pour présenter ses excuses. Normalement, il se met à genoux pour ces paroles immondes remplies de mépris. Oui, je suis énervé et tu as raison. Et là qui dit c'est exactement ce qui me révolte, ces vieux gars en costume qui ne pensent qu'à défendre leurs propres intérêts et privilèges, s'empressent de cracher sur les gens sans rien connaître ni savoir. Et ils ne veulent même pas le savoir puisqu'ils se moquent des gens, des citoyens, qu'ils soient d'ailleurs, ils vont... des citoyens quels qu'ils soient d'ailleurs, pardon. Ils vont juste choisir la trajectoire dans laquelle ils vont en parler en fonction du nom-prénom et en faire ce qu'ils veulent dans le seul but de se faire valoir. Ils sont aussi capables de taire des histoires s'ils ne peuvent pas en tirer profit quand le récit ne va pas dans leur sens. Toi, le Bruno, entre parenthèses, et je me retiens de ne pas dire d'insultes vraiment, tu n'as fait que ça pendant tes prises de fonction dans ce gouvernement de merde qui n'a fait que diviser les gens. Mais en vrai, aucune volonté pour trouver des solutions aux problèmes du quotidien. Exactement comme dans cette histoire, il ne prend pas le temps de savoir ou connaître les faits, d'insister pour que l'enquête aille jusqu'au bout, comprendre ce qui amène ici des drames comme ça, essayer de rassurer la population pour que ça ne se reproduise plus. Bref, son taf, quoi. Il faudrait l'équivalent d'une loi CKR pour les politiques pour ne plus les laisser vomir à tout va. Pour ne plus les laisser vomir à tout va leurs mensonges. Merci, Leïla, pour ce message profond qui dit les termes en direct de la station thermale. On va continuer avec l'origine du mal. D'où il vient, ce mec? D'où il vient, Bruno Retailleau? Eh ben, il vient du Puy du Fou. Il a été élevé politiquement par Philippe de Villiers avant de lui mettre à l'envers. Et on va regarder les coulisses de cette rupture fracassante. Tiens. Ils nous en ont parlé dans Complément d'enquête. On regarde ça tout de suite. Et une fois n'est pas coutume en politique, c'est le père qui a tué le fils. Fillon était Premier ministre. On savait, nous, par Bruno Retailleau, que Fillon lui avait proposé le portefeuille du numérique, le ministère. Et puis ça a fortement déplu à Philippe de Villiers, qui lui rêvait d'être ministre. Oh, c'est une histoire qu'on connaît très bien en politique. Celui qui est le patron n'a pas envie que son second le remplace. C'est aussi clair que ça. Donc il voulait pas que Retailleau prenne plus la lumière que lui et que lui soit le second. Il était jaloux, Philippe de Villiers, qu'on puisse proposer ce poste à Bruno Retailleau. Putain, il a une... Ah merde, pardon. Il a une tête, Retailleau. On dirait vraiment un chien, quoi. Vraiment, tu vois les méchants dans les séries, là, les huissiers, là. Les gars du fisc. Vraiment, si le fisc, ça devait être une personne, c'est lui, quoi. Ah ouais. Vraiment, bah là, c'est physique, hein. Vraiment, je suis pas sympa, mais je m'en bats les couilles parce que c'est Retailleau. Mais vraiment, il a une tête, mon frère. Oh là 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 là, c'est vraiment le fisc incarné, quoi. C'est le fisc de Satan, quoi. Ah ouais, vraiment, lui, là, aïe aïe aïe, léprechaude maléfique, la vie de ma mère, tête de dispensé de sport. Il a une tête d'être préfet sous Vichy, la vie de ma mère. Il a une tête de préfet sous Vichy, incroyable. Villiers, qu'on puisse proposer ce poste à Bruno Retailleau. Une tête, là, à faire une tête à te foutre dans la merde, à te ponctionner tout ce que t'as sur ton compte, et tu lui dis, mais comment je vais faire pour nourrir mon bébé? Écoutez, madame, ça, c'est pas mon problème. Écoutez, madame, là, moi, je ne suis pas là pour ça. Tu vois, c'est vraiment, ah ouais, fils de fisc. Le fils de fisc, ah vraiment. Ou le fisc de P, ouais. Ah ouais, vraiment, la faucheuse.
Sans doute, puisqu'il a fait des démarches auprès de Sarkozy, je crois, pour empêcher Bruno Retailleau d'y accéder. Donc, Un château dans les ruines se souvient maintenant des bouquets d'églantines, des chevaux frissonnants. Philippe de Villiers a reconnu avoir eu une discussion avec Nicolas Sarkozy à propos de cette éventuelle nomination. C'est quoi ces épaulettes là? Je te jure, mon frère, on dirait qu'il va faire du foot US. La mémoire orpheline d'un peuple de géants, gardé par un fou. Le protégé devient alors pestiféré. Le vieux puits du Fou. Il est accusé de vouloir semer la zizanie au Puy du Fou. Gardé par un fou. En décembre 2009, un comité de direction extraordinaire est convoqué au parc. Le vieux puits du Fou est fait de sable émouvant, gardé par un fou. Bruno Retailleau a été éjecté du Puy du Fou brutalement par un vote à main levée qui a choqué les Vendéens. Bruno Retailleau, ça l'a profondément marqué parce qu'il était très attaché au Puy du Fou. Je pense qu'il était attaché à Philippe de Villiers aussi. Je pense que ça l'a profondément touché. On peut pas bien prendre une chose comme ça. D'abord, c'était une surprise, et puis c'est surtout une souffrance, bien entendu, quand on a tant investi, parce qu'il y a aussi tellement de liens d'amitié qui dépassent même l'amitié, des liens aussi. T'as pas d'amis, chacal, ça se voit, toi. Jules qui dit... Il a la dégaine du mec qui a vécu avec sa mamie jusqu'à 37 ans et qui repassait ses slips. La vie de ma mère. Un rabougri, je te jure. D'affection, donc c'est quelque... Le tube digestif de l'été, excellent. Chose qui fait mal d'abord, bien sûr. Et on se dit, mais qu'ai-je donc fait pour mériter un traitement pareil? À une amie journaliste, il aurait confié avoir à l'époque envisagé le pire. Mais Bruno Retailleau va rebondir et se trouver une nouvelle famille politique, l'UMP. Ça n'est pas la photo, elle viendra la photo. Il s'impose sur le devant de la scène politique régionale dans les années 2010. Merci à tous. Merci. Oh là 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 là, il est insupportable. Insupportable. Il me débecte. Et l'ambiance là-bas, elle était spéciale, hein, tellement spéciale que quand tu te fais têche de cette secte, apparemment ça vire au drame, quoi. C'était vraiment une secte, hein, ce bail. Hein. Ça, tu vas voir. Je vais vous mettre un passage. Attends. Ça, on a vu. On va partir de là. Tellement désemparé et perdu. Perdu pendant 3 mois. Très malheureux. À tel point, il me l'a raconté que... Un jour, il m'a dit, mais il en pouvait tellement plus qu'il songeait vraiment à mettre fin à ses jours. Ce qui paraît incroyable maintenant quand on connaît le Bruno Retailleau, quand on connaît sa foi, quand on connaît son courage. On est passé à ça de pas l'avoir, les gars, putain. Mais là, c'était trop. Sa vie était devenue impossible. En se disant, voilà, si au lieu de tourner avec ma voiture, j'allais tout droit, ce serait fini, quoi. Cette pression énorme que j'ai sur les épaules me quitterait. Je pourrais enfin souffler, respirer. Mais bien sûr, il l'a pas fait, parce que c'est pas du tout son genre. Ça, c'est pour moi mon jardin personnel. J'ai toujours considéré que ma vie au Puy du Fou, mon engagement, qui était un engagement de 32 ans, qui m'a beaucoup mobilisé parce que c'était le week-end, c'était les vacances, mais c'était un engagement qui était de l'ordre du privé, de ma vie personnelle. Et je n'ai jamais voulu mettre sur le terrain public ce qui s'est passé à ce moment-là. Ok, très bien. Très bien, on s'en fout un peu, hein, je vais pas te mentir. De ta vie privée. On a juste appris une nouvelle qui aurait pu être bonne et malheureusement, dommage. Je parlais du fait que tu sois fait virer du Puy du Fou. Hein, je parle pas du tout de l'acte manqué. Enfin, alors, on termine en beauté avec le candidat de l'honnêteté, Bruno Retailleau, qui peut encore être convaincu, là, en nous écoutant, à se dire que c'est un bon candidat.
il aime bien parler d'honnêteté, de la rigueur, de la morale. Et il a été, et je vois que dans le chat tout le monde en parlait, ne vous inquiétez pas Chacal, je l'ai l'extrait. Il a été grillé en plein flagrant délit de triche à la télé devant 7 millions de personnes à l'époque d'Interville. Interville, là, les vachettes et tout, voilà, on parle bien de ça. Eh ben écoutez, on va regarder ce qui s'est passé. Tiens. Ah, il est là. On le voit là, sur l'image. L'ancien ministre de l'Intérieur a été impliqué dans un gros scandale de l'histoire de la télévision. Un flagrant délit de triche devant plus de 7 millions de téléspectateurs. Eh bien, le Puy du Fou a toujours été une terre de défis. Nous sommes une bonne équipe qui sait prendre des risques quelquefois. Près de 30 ans plus tard, révélation sur une manipulation qui, dans les années 90, a défrayé la chronique. Et qui continue de poursuivre Bruno Retailleau. Bruno Retailleau est accusé d'avoir triché en direct à la télévision. Il faut déminer cette histoire, Bruno. Tu peux pas finir ta carrière sur un top à la vachette. Hein? Ah bah c'est ça, parce que j'allais dire, pourquoi les journalistes, ils lui en parlent pas? Bah merci France Inter. France Inter, ça fait un sketch avec lui, on rigole. Et puis après, bah allez, on passe à autre chose. C'est la pub. Super. Merci, Charline. Le 2 juillet 1997, le jeu Interville, un carton d'audience de TF1, oppose le Puy du Fou au pays d'Ancenis. Allez, 3, 2, 1, on lâche la vachette. Voilà, c'est parti. Interville, c'était déjà très populaire, c'était énorme, une vitrine pour nous, pour le Puy du Fou, l'occasion d'avoir une super publicité. Le Puy du Fou a perdu son premier serpent, ça ne comptera pas. Cette soirée-là, le copain d'enfance de Bruno Retailleau l'a vécu de l'intérieur, lui qui défendait les couleurs du Puy du Fou pour les épreuves sportives. Pour le Puy du Fou, malheureusement. Il a accepté de nous raconter pour la première fois ce qui s'est tramé en coulisses, selon lui. J'étais le capitaine de l'équipe et j'entraînais les équipes. Donc sur le plan physique, c'était génial parce que on avait l'équipe pour gagner. Pas de vachette pour Bruno Retailleau, qui avec le président du Puy du Fou Jean-Marie Delahaye, fait partie de l'équipe des intellectuels. Bruno Retailleau, qui est le metteur en scène du spectacle du Puy du Fou, et aussi le président du Grand Parcours. Ceux qui répondent aux questions de culture générale posées par Jean-Pierre Foucault et un autre animateur, Olivier Chiabodo. Olivier, voici la question. Le 25 février 1922... Regardez attentivement la main droite d'Olivier Chiabodo. Sans jamais avoir avoué les meurtres dont on l'accusait. Quelle a été... Elle indique à 2 reprises le chiffre 3. Qui lui a d'ailleurs été toujours refusé. Oh! Premièrement, il voulait se faire couper les cheveux. Deuxièmement, il a demandé un cure-dent. Troisièmement, il voulait se laver les pieds. Quatrièmement, il a demandé un coupe-papier pour le livre qu'il lisait. Bruno Retailleau et ses 3 coéquipiers ont l'air de se concerter avant de donner leur réponse. Quel est votre choix? Un petit peu au pif, nous sommes d'accord pour donner le numéro 3. C'est-à-dire? Il a voulu se laver les pieds. Il a voulu se laver les pieds. Bonne réponse! Cette triche qui mènera le Puy du Fou en finale d'Interville n'a pas échappé aux journalistes du Canard enchaîné qui sortent l'information en 2 mois plus tard. La polémique éclate. L'animateur Olivier Chiabodo est licencié pour faute grave dans la foulée. Ça me dit quelque chose maintenant que je revois les images. Quel rôle Bruno Retailleau a-t-il joué dans cette supercherie? Selon nos sources, la production aurait rassuré les Vendéens quant à leur victoire. Un petit peu au pif. Les menteurs. Un petit peu au pif, parce que vraiment on n'a pas la réponse, personne ne nous l'a donnée. Lors d'une réunion organisée avant l'émission diffusée en direct, et dont nous vous dévoilons les détails. Ah! On voit les détails! On voit les détails, putain. Non mais tellement drôle. Oh là là. Vraiment. Ah, les jeunes avec Retailleau, regardez ce qu'ils ont tweeté. Mais comment ils peuvent être complètement cons? Révélation choc. Selon les mêmes sources, la vachette d'Interville 97 courait peut-être sous EPO. Qui a dopé la vachette? 27 ans d'omerta bovine enfin levé. Le service public à son meilleur niveau grâce à nos impôts. Oh là là, les vieux gars, putain. Mais vous devez... les jeunes qui sont avec Retailleau, j'espère qu'ils ont pas en dessous de 60 ans, hein, parce que je comprendrais pas. Oh, vraiment, mais il me fout droit.
Il me foudroie, vraiment. Bref. C'était pas un 3, c'était un signe d'un groupe de rap. Ah là 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 là. N'importe quoi. Bref. Bref. En gros, Retailleau, il est dangereux. Parce qu'il stigmatise une partie de la population. En plus, c'est un tricheur. Il a été élevé politiquement par Philippe de Villiers, qui est un extrême droitard. Bref. Il récupère la mort de jeunes en parlant de narco-racaille. Il est visé par une plainte à la Cour européenne des droits de l'homme pour discrimination et incitation à la haine. Et il a parachevé une chose. Et il soutient Némésis, collectif d'extrême droite. Il a parachevé une chose. LR ou RN, c'est le même combat. Mais Retailleau et Mélenchon dans les médias, c'est pas le même traitement. Et ce pays de droitard médiatiquement a besoin d'un Arcom puissant pour pouvoir gérer cela. Force est de constater qu'il n'existe pas. En tout cas, pour devenir président de l'Arcom, quand Mélenchon a pris le pouvoir, je serai là pour me proposer. Même si putain, ils vont mettre Saint-Toul, je le sais. Putain. Bah oui, je suis pas dans le sérail, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Réponse 3 au pif, je te jure. Philippe de Villiers qui a couvert les VSS d'un de ses fils, on le rappelle, merci de nous faire ce petit reminder. En tout cas, voilà pourquoi Retailleau, c'est vraiment une sombre coupe à pisser et que j'ose espérer que vous aurez les arguments pour pouvoir convaincre les gens qui dans vos entourages pourront vous dire non mais je trouve qu'il est bien parce qu'il a de la poigne. Il a pas de programme, il est là que pour stigmatiser. La poigne, c'est pas un projet, c'est politique, c'est de la merde. D'être autoritaire, ça ne va rien changer. Et en plus de ça, il est malhonnête, il est raciste, il est partial. Il est partial. Bref, pour toutes ces raisons, il ne faut pas voter Retailleau, mais je pense pas qu'il va dépasser les 7 ou 8%. Enfin, en tout cas, je croise les doigts et on touche du bois. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.